Chapitre 31. Sanchez était en pleine extase. Il venait d'empocher $1000 grâce à la rapide mise hors d'état de nuire de Hammerhead par Peto. Il n'avait eu qu'à payer le droit d'admission de Peto et à miser $50 sur sa victoire, à 20 contre 1. S'il avait eu le cran de parier sur la victoire du moine dès le premier round, il en aurait ramassé encore plus. Mais cela ne le dérangeait pas vraiment. Les moines lui devaient une sacrée chandelle. Il avait réglé leur droit d'admission. Avec de la chance, il pourrait à présent exploiter la naïveté de ces imbéciles, pousser Peto à se battre à nouveau et à l'emporter au round qu'il lui indiquerait avant le début de chaque match. Lorsqu'il offrit à Kyle les $50 de ses propres gains, Sanchez put lire sur le visage du moine une expression de profonde reconnaissance. Peto et Sanchez avaient remporté $1000 pour l'incroyable démolition d'Hammerhead, reversée à contre-cœur par le patron de l'attraction en petites coupures crasseuses. Mais Kyle avait accepté de bon cœur les $50 de Sanchez, qui ont conclu que les moines avaient manifestement développé un goût certain pour l'argent et les paris. Des hommes selon son cœur. Ces deux branques pourraient vite devenir des amis. Pendant un court laps de temps, en tout cas. 20 minutes s'étaient écoulées, et Peto avait promptement envoyé au tapis le nouveau champion de l'attraction, un type assez quelconque au nom de Big Nail, qu'on avait aussitôt appelé pour remplacer Hammerhead. Sanchez, qui faisait à présent office de conseiller et de manager auprès des deux moines, négociait avec le patron de l'attraction afin que Peto puisse se mesurer à tout candidat du public. Très vite, Sanchez, les moines et le patron décidèrent entre eux du round auquel Peto devait remporter la victoire. Pour plus de discrétion, un groupe de vauriens qui cherchaient à se faire un peu d'argent de poche fut chargé de placer les paris pour eux. Et, en un rien de temps, Sanchez et les deux moines du bal se mirent à amasser de généreuses sommes au détriment des bookmakers. Peto fit la démonstration exhaustive de l'éventail de ses techniques d'arts martiaux durant près de 2 heures, qui semblèrent passer en un clin d'œil. Lorsque le jeune moine terrassa son 5e adversaire consécutif, Sanchez avait empoché une douzaine de milliers de dollars. Kyle avait commencé à miser des sommes bien moins importantes, mais, en ajoutant ses gains aux prix successivement encaissés par Peto pour ses victoires, le total de leurs bénéfices dépassait les $4000. Plus que $96 000 pour retrouver les 100 000 volés. Le problème qui surgit alors fut de trouver des adversaires. La majeure partie des spectateurs s'était aperçu que le moment où Peto gagnait était fixé à l'avance. Plus important encore, tous avaient remarqué la très grande facilité avec laquelle il remportait ses victoires. En 5 combats, il avait été frappé que 3 fois. Même ceux qui, dans le public, se croyaient assez balèzes pour asséner des coups de poing dignes de ce nom, n'étaient pas assez téméraires pour se mesurer à un homme qu'ils n'auraient même pas pu toucher. C'est à cet instant précis, au moment où il semblait que plus aucun candidat ne se présenterait, qu'un nouvel adversaire fit son apparition. Et ce, de la façon la plus théâtrale qui soit. Alors que Sanchez, les moines et le patron de l'attraction s'inquiétaient sur le ring de la pénurie de combattants, un puissant mugissement de moteur retentit de l'autre côté du chapiteau. Assez puissant pour réduire la foule au silence et faire se tourner les têtes en direction d'une imposante Harley-Davidson qui franchissait le seuil du chapiteau. La foule se fondit telle la mer Rouge face à Moïse et aux enfants d'Israël. La moto était un de ces bons vieux modèles de Harley, dans les styles de ceux de Dennis Hooper et Peter Fonda dans Easy Rider. Elle était du reste impeccablement entretenue. Son propriétaire devait l'adorer. Elle était comme neuve. La peinture métallisée étincelait, le chrome resplendissait, comme si l'engin sortait d'un salon de la moto, et le sublime moteur V-twin était réglé à la perfection, à en juger par les ronronnements satisfaits qu'il poussait. Cependant, pour les habitants de Santa Bodega et de ses environs qui se trouvaient sous le chapiteau, la Harley en soi était infiniment moins intéressante que l'homme qui la chevauchait. Il était bien connu dans le coin. Le patron de l'attraction le reconnut immédiatement et bondit au centre du ring pour attiser encore plus l'excitation de la foule. Il y avait encore beaucoup d'argent à se faire, la journée ne faisait que commencer, et le titan assis sur la Harley était venu se mesurer au jeune moine. Afin de signifier qu'il relevait le défi, il jeta au-dessus de la foule son énorme Stetson marron. Le couvre-chef atterrit sur le ring au pied du patron de l'attraction, qui le ramassa et le coiffa en lieu et place de son haut de forme. « Mesdames et messieurs, hurla-t-il dans son micro, veuillez accueillir comme il se doit l'homme que nous attendions tous, le plus grand combattant à main nue toujours en vie, le plus grand que le monde ait jamais vu, le seul, l'unique, Rodeo Rex !» Dire que la foule devint hystérique serait un gentil euphémisme. Kyle et Peto ne savaient pas trop que penser de la furie qui s'empara de tous. Mais, à l'instar du reste des spectateurs,
Ils avaient été grandement impressionnés par l'entrée en scène de cet homme. La Harley se dirigea droit vers l'un des côtés du ring, la roue arrière projetant sable et poussière à la face de tout un chacun dans un rayon de 5 mètres, avant de ralentir pour s'arrêter complètement. Rodeo Rex fit mugir le moteur à l'arrêt, pour le plus grand plaisir du public, avant de couper le contact et de descendre lentement, afin qu'aucune personne équipée d'une caméra ou d'un appareil photo ne perde une miette de ce spectacle. Il était énorme, vraiment énorme. C'était l'homme le plus massif que Kyle et Peto aient jamais vu. Il n'était que muscle. Sa silhouette massive était absolument dépourvue de la moindre once de grain. Il portait un t-shirt moulant du groupe Halloween, trop petit d'au moins 2 tailles apparemment. En fait, il était si étroit, de loin, qu'on aurait dit un énorme tatouage. L'homme portait également un gant de cuir noir à la main droite, mais étrangement, pas à la gauche. Son jeans bleu était déchiré au genou et enfoncé dans ses bottes noires qui lui arrivaient à mi-mollet. À présent qu'il était descendu de sa Harley, on pouvait prendre la pleine mesure de sa taille imposante. Il mesurait bien 2 mètres, avec une chevelure châtaine ébouriffée, maintenue par un bandeau noir qui lui barrait le front. Il aurait pu être un catcheur professionnel de la télé, à ceci près qu'il était bien trop effrayant pour être engagé pour ce genre d'émission, même pour incarner un méchant. Les gamins n'auraient pas seulement eu peur de lui, ils en auraient fait des cauchemars, toutes les nuits. En fait, ce type aurait refilé des cauchemars à beaucoup d'adultes. Rodeo Rex n'était entré dans le chapiteau que pour une seule raison, évidente aux yeux de tous. Il bondit sur le ring. Sa silhouette de colosse survola les cordes et atterrit à côté du patron de l'attraction, qui l'enlaça comme un frère. Puis il saisit le micro et salua l'assistance. « Vous êtes tous venus me voir botter quelques culs ? Ouais ! Alors, pour reprendre les mots éternels du grand Marvin Gaye, « Let's get it on, oh baby, let's get it on !» meugla-t-il en dressant les bras au ciel. Les bookmakers faillirent se faire écraser par la ruée qui s'ensuivit. Des nuées de gens s'agglutinèrent autour d'eux, hurlant et brandissant des billets de $20. Cette fois, très peu de personnes misèrent sur Peto, et les bookmakers offrirent toutes sortes de taux. Sanchez avait déjà vu Rodeo Rex se battre, et bien qu'il considère Peto comme un combattant sans pareil, il était d'emblée pour Rex. Kyle le comprit en découvrant l'expression de gamin surexcité qui s'affichait sur le visage du patron du bar. « Est-ce que cet homme est une sorte d'idole ?» demanda le moine à Sanchez, qui se riait comme une écolière amoureuse folle. « Non, répondit Sanchez, ce mec est un héros, un vrai de vrai, une putain de légende vivante. Je ne l'ai jamais vu perdre, et je vais te dire autre chose, ça n'arrivera jamais. » « Combien de fois l'avez-vous vu se battre ?»« Des putains de centaines de fois, mon gars. Dis à ton pote Peto de se coucher. Ce mec pourrait vraiment lui faire mal. » Un peu en retrait, Peto entendit Sanchez et Kyle. Il s'approcha pour se joindre à la discussion. « Je l'emporterai aisément sur cette personne, Sanchez. Vous ne m'avez pas vu combattre les précédents ? Aucun de ces hommes ne fait le poids face à moi. Ils sont tous ou bien sous, ou bien sans entraînement, voire les deux. Et il leur manque cette confiance en soi nécessaire pour me battre. » Sanchez savait que Peto était un excellent combattant, mais, à ses yeux, il n'y avait aucune chance que le jeune moine l'emporte sur ce titan. Et puis, au-delà de ça, Sanchez adorait Rodeo Rex. C'était son héros. Il aimait également bien Peto. Mais si le jeune moine battait Rex, sa victoire briserait la réputation d'invincibilité que cet homme incroyable s'était forgé à Santa Modega au long des ans. « Tu n'arriveras pas à vaincre ce mec. T'es bon gamin, mais lui, c'est le meilleur. Rends-toi service. Mise sur ta défaite au premier round et couche-toi au premier coup qu'il t'enverra. Et reste au tapis. T'as pigé ?» Peto et Kyle quittèrent le ring d'un saut gracile et s'éloignèrent de la foule qui s'amassait dans l'espoir de s'approcher le plus possible de Rodeo Rex. Ils trouvèrent un coin tranquille, juste en dessous de leur coin de ring. En les regardant en contrebas, Sanchez comprit à leur expression qu'il croyait à la victoire de Peto. Il avait raison. Kyle et Peto considérèrent ce combat comme une occasion exceptionnelle de se faire un maximum d'argent grâce à leur pari. Activité à laquelle ils avaient pris très vite goût. Ils passèrent plusieurs minutes penchés l'un vers l'autre à discuter tactique, avant que Peto ne revienne sur le ring et que Kyle disparaisse dans la foule en quête d'un bookmaker. Il vint retrouver Peto sur le ring quelques minutes plus tard. « Tu as placé le pari ?» demanda Peto, alors qu'ils attendaient le début de combat dans leur coin. Sanchez, inquiet, descendit du ring et chargea un des jeunes vauriens de placer un pari pour lui. « Les jeux sont faits, répondit Kyle en clignant de l'œil, et on m'en a donné un taux excellent. »
À leur grande surprise, juste avant le début du match, Rodeo Rex avança vers eux pour s'entretenir avec son adversaire. Aucun des précédents combattants n'avait agi de la sorte, et les deux moines s'inquiétèrent soudain de ce que le titan leur voulait. « Vous êtes bien des moines du bal tous les deux, pas vrai ?» Les mots qui sortirent de la bouche de Rex sur un ton étonnamment civilisé étaient tout à fait inattendus. « Certes. Comment pouvez-vous le savoir ?» demanda Kyle. La surprise avait donné à son ton une nuance condescendante, totalement involontaire. Il fallait bien avouer que la situation était absolument extraordinaire. Comment est-ce qu'un homme qui semblait à première vue passer le plus clair de son temps à boire, se battre et plus généralement mener le contraire absolu d'une vie d'ascète avait-il pu entendre parler des moines du bal ? J'en ai déjà rencontré des comme vous, des chouettes types, d'excellents combattants qui plus est. Ça devrait être un bon match. Peto lui aussi était abasourdi, tout particulièrement par la politesse du colosse. Merci. Et quand vous avez fait connaissance d'autres moines du bal ? Demanda-t-il d'un ton respectueux. Rex inspira profondément par le nez et expira par la bouche, comme pour faire des ronds de fumée avec l'air. Il y a plusieurs années. J'imagine que vous êtes en ville pour la même raison qui les a poussés à venir à l'époque. De quelle raison voulez-vous parler ? Demanda Kyle, curieux de savoir à quel point Rex était au courant de ce qui se passait. De l'œil de la lune. Je parie qu'on l'a encore volé. J'ai raison, pas vrai ? Peut-être, répondit Kyle, en guettant sur le visage de Rex tout signe de traîtrise ou de duperie. Et comment avez-vous eu vent de l'existence de l'œil de la lune ? De nouveau, et toujours sans le vouloir, sa question fut posée d'un ton condescendant. Rodeo Rex sourit. Disons que nous avons des intérêts communs. Et si on allait boire un verre tous les trois après le combat ? Je suis sûr qu'on pourrait s'aider efficacement les uns les autres. Carrément, s'empressa de répondre Peto. Ce serait un plaisir d'aller boire un verre, n'est-ce pas, Kyle ? Très certainement, confirma Kyle. Nous serions ravis de boire un verre en votre compagnie, monsieur Rex. C'est Rex, tout court. Ou Rodeo Rex. Jamais, monsieur Rex. Jamais. Puis, sous les acclamations retentissantes de la foule, il rejoignit en 3 bonds son coin de ring et brandit les bras en l'air, en une pré-célébration de sa victoire imminente. Chapitre 32. Depuis la défaite d'Hammerhead, Dante et Casey avaient assisté au combat avec un intérêt croissant. Casey aimait bien le petit chauve qui avait démoli le champion de l'attraction avant de s'occuper des 5 adversaires qui avaient osé le défier. Dante ne partageait pas son enthousiasme. Il voulait un garde du corps capable d'effrayer les gens rien que par son apparence physique. Ce n'était pas là l'homme qu'il leur fallait, et, en outre, quelque chose commençait à gêner franchement Dante. En fait, plusieurs choses le gênaient. Premièrement, tout le monde sous ce chapiteau semblait se connaître d'une façon ou d'une autre. Deuxièmement, et c'était bien là le plus important, il s'était rendu compte qu'il y avait d'autres raisons de ne pas trop aimer cet homme qui se faisait appeler Peto l'innocent. Casey, regarde un peu ce Peto et son pote qui lui ressemble. Qu'est-ce que tu remarques de spécial chez eux ? Eh ben, ils se ressemblent. Oui, ça on avait remarqué. Mais à quoi ressemblent-ils tous les deux ? Enfin quoi ? 2 petits chauves qui portent des tuniques oranges et des pantalons noirs et larges. Ça te dit rien ? Tu crois qu'ils sont daltoniens ? Non, ma puce. Ce sont des moines. Regarde-les bien. Ce sont des putains de moines. Des putains de moines en acier trempé. Tu sais quoi ? Cassons-nous d'ici tout de suite. Ces types sont peut-être ici pour nous tuer. La vieille folle chez qui tu m'as traîné nous a dit de nous débarrasser de la pierre avant de nous faire tuer. Et Bertrie Cromwell a dit exactement la même chose. En se rendant compte que, pour une fois, Dante s'était mis sur la défensive plus rapidement qu'elle, Casey fut aussitôt sur ses gardes. Oh, mon Dieu, tu as raison. Elle se tut un instant pour réfléchir. Peut-être qu'ils ne s'en prendront pas à nous si on leur vend le collier. Aucune chance, répondit Dante en hochant la tête. Le prof avait l'air de dire qu'on pourrait tirer de ce pendentif plusieurs milliers de dollars. Tu as vu la force de ces moines ? Si on leur dit qu'on a le pendentif, ils nous arracheront la tête pour nous le prendre. On va juste faire profil bas. Et, demain, on essayera de vendre la pierre à un joaillier ou à un antiquaire. Et, après ça, on fout le camp de ce bled. Et pour ce qui est du garde du corps, l'idée me paraît de plus en plus mauvaise. C'est trop risqué, à mon avis. Tout le monde a l'air de connaître tout le monde ici. Vaut mieux pas se faire remarquer. À mon avis, on ne peut faire confiance à personne ici. D'accord. Moi, c'est à toi que je fais confiance, Dante. J'ai toujours confiance en toi. Si tu dis on se casse, alors on se casse. Et ils partirent, juste avant le début du combat de Peto et de Rodeo Rex. Tout ce qu'on leur avait raconté au sujet de l'œil de la lune était en train de soulever en eux une vague de paranoïa aiguë.
Dante était convaincu que toutes les personnes présentes sous le chapiteau les espionnaient subrepticement. On aurait dit que tout le monde savait ce qu'ils possédaient. Il soupçonnait tous les badauds des pieds Casey dans l'espoir de voir ce qu'elle portait autour du cou. Même si l'œil était soigneusement dissimulé par son t-shirt blanc, Dante et Casey avaient tous deux l'impression de le montrer ostensiblement à la foule. Fort heureusement, ce n'était pas le cas. On leur avait dit que de nombreux individus n'hésiteraient pas à les tuer pour s'emparer de la pierre. En sortant du chapiteau, ils croisèrent sans le savoir l'un de ces individus, un homme encapuchonné, qui les aurait tués sur le champ si ses yeux s'étaient posés sur le pendentif. Chapitre 33. La bibliothèque municipale de Santa Modega était tout simplement gigantesque. Miles Jensens ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi un trou aussi perdu et pourri que Santa Modega nécessitait de telles ressources, et en quoi il les avait méritées. D'abord, la bibliothèque s'étendait sur 3 niveaux. Plus impressionnant encore, chaque étage était aussi grand qu'une piste d'athlétisme. Il y avait des rangées et des rangées de livres alignés sur des étagères, jusqu'au plafond, haut de 9 mètres. Chaque étage disposait d'une agréable salle de lecture, à l'écart des rayonnages, avec par-dessus le marché distribution gratuite de café par un groupe de serveuses extrêmement aimables qui se précipitaient dès qu'un lecteur en souhaitait un nouveau. Jensens faisait, depuis déjà près d'une heure, le tour du propriétaire, mais en parfait bibliophile, il n'avait pas vu le temps passer. Si seulement toutes les bibliothèques ressemblaient à celle-ci, se surprit-il à penser. Retrouver un livre sans titre d'un auteur anonyme s'avérait d'emblée difficile, et le fait qu'il ne savait même pas à quelle catégorie il appartenait ne facilitait rien. Mais savoir que cette Annabelle de Furgin venait de l'emprunter ce livre allait sans doute lui faciliter la tâche. La solution la plus sûre était de s'adresser à l'accueil pour demander à un bibliothécaire si le livre lui était familier, plutôt que de partir seul à sa recherche dans les rayonnages. La bibliothécaire à l'accueil, une jeune femme d'environ 30 ans, blonde et assez menue, portait une blouse blanche très simple et une paire de lunettes démodées à la monture épaisse. Ses cheveux étaient ramassés sur le haut de sa tête en un chignon strict et elle n'était pas maquillée. Jensen s'était persuadé qu'elle cachait son jeu à la perfection. Elle lui rappelait le vieux cliché cinématographique du « Mais vous êtes super, mademoiselle machin !» lorsque l'héroïne du film enlève ses lunettes ou détache ses cheveux pour révéler sa beauté. Une top modèle en puissance. Peut-être en était-elle consciente et tâchait-elle de masquer de son mieux sa véritable beauté, afin de ne pas attirer un certain type d'attention peu adéquat en un lieu aussi respectable que cette bibliothèque. Peut-être était-il stipulé dans son contrat qu'elle devait cacher ses atouts, ou peut-être Jensen était-il le seul à percevoir à quel point elle était jolie. Quoi qu'il en fût, la beauté est intérieure comme on dit, et la bibliothécaire adressa à Jensen un regard glacial lorsqu'il approcha, lui signifiant très clairement que sa présence n'était pas la bienvenue. Elle était assise derrière un bureau en fauteuil dans un coin de la réception qui ressemblait à un bar, à ceci près que, derrière elle, en lieu et place des bouteilles de bière et d'alcool, se trouvaient livres et ordinateurs. « En quoi puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle d'un ton là comme si elle avait déjà posé cette question un bon millier de fois dans la journée. À sa décharge, c'était probablement le cas. « Je cherche un livre, répondit Jensens. « Vous avez essayé la boucherie à l'angle de Dunn Street ?»« Oh, génial, une comique. J'ai essayé, mais il n'avait pas le livre que je cherche. Alors, j'ai tenté ma chance chez un marchand de tapis, puis dans une boutique de farce et attrape, pour finalement me rabattre sur la bibliothèque. » La jeune femme, qui à en croire le nom gravé sur la plaque du bureau s'appelait Ulrika Price, prit assez mal le retour de service de Jensens. Le sarcasme était la seule arme dont elle disposait face aux usagers qui posaient des questions stupides. Le fait qu'on lui réponde sur le même mode l'ulcérait littéralement. « Quel est le titre du livre que vous cherchez, monsieur ?»« Je l'ignore, malheureusement. Voyez-vous, c'est... Le nom de l'auteur, s'il vous plaît ? Eh ben, justement, c'est là le problème, voyez-vous. Le registre indique qu'il a été écrit par un auteur anonyme. » Ulrika Price haussa le sourcil gauche. La chose ne l'amusait manifestement pas, et elle attendit quelques secondes que Jensen s'admette qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie et lui propose une réponse sensée. Il vit son expression passer du ressentiment à l'égard de ce qu'elle considérait être une mauvaise blague à une contrariété infinie. Elle venait de comprendre qu'il était tout à fait sérieux. « Mon Dieu, quelle catégorie !» Jensen sourit et haussa les épaules. Mademoiselle Price ferma les yeux et plongea doucement sa tête dans ses mains. Apparemment, la jeune femme avait eu une journée difficile et sa patience touchait à ses limites. « Est-ce que vous pouvez simplement consulter votre fichier informatique ? Je crois qu'une dame du nom d'Annabelle Furgin vient d'emprunter le livre que je cherche. » Ulrika Price leva les yeux et son visage parut s'éclairer un peu. «
Alors vous ne me faites pas complètement marcher. Pas le moins du monde, répondit Jensens en lui adressant un sourire auquel, il l'espérait, elle répondrait. À sa grande surprise, Mademoiselle Price lui retourna effectivement un sourire discret. Quelque chose dans son regard semblait même indiquer qu'elle commençait à succomber à l'assurance et au calme de Jensens. Je lui plais, pensa-t-il. Ça pourrait peut-être me faciliter les choses. La bibliothécaire se mit à taper sur un clavier sous le bureau sans même regarder ses doigts, le regard fixé sur le moniteur placé sur le comptoir, à sa droite. Jensens ne parvenait pas à voir ce qu'elle écrivait, mais il espérait qu'elle tournerait l'écran pour qu'il puisse prendre connaissance des résultats de sa recherche. Hélas, elle n'en fit rien. Manifestement, elle n'avait pas totalement succombé à son charme. « Vous avez raison, dit-elle d'un ton surpris. Annabelle de Furgin a bien emprunté un livre qui n'a ni titre ni auteur. »« C'est bien ce que je pensais, répliqua Jensens. Dans ce cas, pouvez-vous me dire de quel livre il s'agit ? Dans quelle section est-il habituellement rangé ? À quelle catégorie il appartient ? Ou bien s'il y a une personne susceptible ici de me renseigner quant au contenu de ce livre ? Je puis vous renseigner sur tous ces sujets, monsieur, à la condition que vous soyez inscrit à cette bibliothèque, et je doute que ce soit le cas. Cela fait 10 ans que je travaille ici. Je connais quasiment tous les usagers, et je ne vous ai jamais vu auparavant. Eh bien, je peux vous assurer que je suis bel et bien inscrit ici, mademoiselle Price. Je m'appelle Johnny Crazy, et j'ai emprunté 2 livres pas plus tard que la semaine dernière. Le sourire qu'elle abordait s'effaça aussitôt. Elle pianotait à nouveau sur son clavier et fronça les yeux en scrutant le moniteur. Sauf impondérable, elle devait être en train de consulter le fichier de John Crazy, un personnage fictif que Jensens avait introduit dans la banque de données de la bibliothèque, la veille au soir, à partir de son ordinateur portable, en prévision d'un obstacle de ce genre. Il avait emprunté le nom du personnage joué par Denzel Washington dans le film Man on Fire. C'était l'un des noms d'emprunt que Jensens utilisait à l'occasion. Il possédait toute une série de cartes à ce nom, y compris une carte de bibliothèque. « Avez-vous une pièce d'identité ainsi que votre carte de bibliothèque ?» demanda-t-elle. « Mais très certainement, mademoiselle Price. » Jensens tira le portefeuille de la poche intérieure de sa veste. Il en sortit une carte de bibliothèque et un permis de conduire qu'il tendit à la bibliothécaire, qui semblait à nouveau de très mauvaise humeur. Elle s'en était saisie d'un geste un peu brusque et les examina une fraction de seconde avant de les rejeter sur le bureau. « C'est amusant, dit-elle. À part le fait que vous soyez noir, vous ne ressemblez pas du tout à Denzel Washington. » Il ne fait aucun doute qu'elle avait vu elle aussi Man on Fire et qu'elle savait que Jensens lui cachait sa véritable identité. Il se demanda ce qui pouvait cependant pousser une bibliothécaire à se montrer aussi méfiante vis-à-vis d'une personne qui venait de lui prouver qui elle était. Peut-être devrait-il abandonner le nom d'emprunt John Crazy. Dommage, il l'aimait bien. Mais si une bibliothécaire était capable de voir clair dans son jeu, n'importe quel génie du crime pourrait en faire autant. « Que savez-vous sur ce livre » demanda-t-il. « Rien » répondit-elle. Elle venait de troquer sa grise mine contre un sourire suffisant. Si ce n'est qu'une femme du nom d'Annabelle de Furgin vient de l'emprunter. « Vous m'avez dit que vous connaissez quasiment toutes les personnes inscrites ici, n'est-ce pas ? À part moi, bien entendu. »« Oui. » « Êtes-vous en mesure de me dire où habite Annabelle de Furgin ? » ?»« Son adresse ne figure pas dans le fichier. »« Je ne vous ai pas demandé si elle y figurait, » répliqua Jensens d'un ton soudain plus autoritaire. « Je vous ai demandé si vous saviez où elle habitait. »« C'est une romanichelle. Elle n'a pas d'adresse fixe. »« Et vous prêtez des livres à des personnes sans domicile fixe ? » ?»« Oui. Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai le droit de le faire. » Elle soutint son regard impassible. Jensens se pencha vers elle en appuyant ses mains sur le bureau. Il approcha son visage suffisamment près de celui d'Ulrika Price pour lui signifier qu'il cherchait à l'intimider. « Essayez de deviner où je peux la trouver. Sa vie est en danger. Si je ne la trouve pas avant qu'elle ne se fasse tuer, je vous tiendrai pour responsable. Vous êtes flic, c'est ça ? Oui, je suis flic. Et votre devoir, en tant qu'honnête bibliothécaire de ce bled de merde, est de m'aider. Alors, où est-ce que je peux trouver cette Annabelle de Furgin ? Elle vit dans une roulotte, mais elle ne reste jamais au même endroit 2 nuits de suite. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que vous savez ? Jensens était sceptique et ça se voyait. Pas tout à fait en réalité. Ce n'est pas tout. Il est arrivé quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Dites-moi tout. Un homme est venu ici ce matin. Il cherchait à se renseigner au sujet d'Annabelle de Furgin et de ce livre que vous cherchez. Qui était-ce ? À quoi ressemblait-il ? Ulrika Price sembla soudain plongée dans une profonde détresse. Elle en frémit même. Son regard froid et son air pincé n'étaient plus qu'un souvenir. C'était lui, l'homme sans visage. Sans visage ? Qu'est-ce que vous voulez dire par sans visage ? Il portait un masque ? Qu'est-ce que cela signifie ? Il ne montre jamais son visage. Sa voix tremblait et ses yeux commençaient à s'emplir de larmes.
Jensen s'en voulut de l'avoir intimidé de la sorte et se recula légèrement pour lui laisser un peu plus d'espace. C'était l'homme à la capuche. La dernière fois qu'on l'a vu à Santa Bodega, c'était avant la dernière éclipse. Il est venu ici 2 fois, il y a plusieurs jours, et ce matin. Quel homme à la capuche? Vous voulez parler du Bourdon Kid? Vous avez entendu parler du Bourdon Kid, c'est ça? L'excitation de Jensen était presque palpable. Bien sûr, j'en ai entendu parler. Tout le monde sait qui il est. Mais je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas vu le visage de l'homme qui est venu ici. Je ne peux donc pas vous dire si c'était vraiment lui. Du reste, je n'ai jamais vu le visage de l'homme dont vous parlez. Jensen se mit à tambouriner des doigts sur le comptoir. Il faisait souvent ce geste lorsqu'il réfléchissait. Le tempo de l'impact l'aidait à mettre en ordre ses idées. Il était temps d'accélérer le rythme de l'interrogatoire. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez dit à cet homme qui portait une capuche? Je lui ai donné une adresse à laquelle je lui ai dit qu'il pourrait trouver Annabelle de Furgin. Mais vous venez de me dire qu'elle n'en avait pas. C'est vrai, elle n'a pas d'adresse. Je lui ai donné celle d'un patron de la pègre de Santa Bodega, El Santino. El Santino? Je ne comprends pas. Pourquoi avoir fait cela? Parce que si cet homme à capuche est bel et bien le Bourdon Kid, alors c'est lui qui a tué mon mari il y a 5 ans. Je me suis dit que si je l'envoyais chez El Santino, un combat s'en suivrait nécessairement. El Santino est le seul homme capable de tuer le Bourdon Kid. S'il y parvient, je serai vengé. Jensen se recula d'un pas. Elle cachait vraiment bien son jeu. Elle lui avait fourni de précieuses informations, mais il lui fallait à présent décider ce qu'il convenait d'en faire. Il devait avant toute chose retrouver Summers et concocter un plan avec lui. Il lui restait cependant une dernière question à poser à Ulrika Price. « Vous avez dit que l'homme à la capuche était venu 2 fois, n'est-ce pas? » « Oui. » « Que s'est-il passé la première fois? » « Ça remonte à 2 semaines. Il a fait sortir tout le monde en 2 temps 3 mouvements. Nous étions tous terrorisés. Seule l'équipe de la bibliothèque est restée. Il est venu se camper face à mon bureau et m'a prié de le laisser se servir de mon ordinateur. « Et vous avez obtempéré, c'est ça? Qu'aurais-je pu faire? J'étais pétrifié. » « Qu'a-t-il fait? » Ça n'a duré qu'1 minute. Il a recopié une liste de noms et il est parti. Avez-vous vu cette liste? La bibliothécaire renifla, comme si les larmes qui faisaient luire ses yeux étaient sur le point de l'emporter. Non, mais lorsqu'il est parti, j'ai pu en prendre connaissance de l'objet de sa recherche, l'identité de tous ceux qui avaient lu le livre sans nom. Miles Jensen comprit soudain. Le Kid avait retrouvé les noms de celles et ceux qui avaient lu le livre et avait entrepris de les tuer ensuite. Cela n'expliquait pourtant pas le double assassinat des Garcia, ni le meurtre d'Elvis au demeurant, ce qui entraîna une autre question. « Mademoiselle Price, connaissez-vous Thomas et Audrey Garcia ?» Ulrika acquiescia et renifla plus encore. « Oui, Audrey passait ici de temps en temps. Elle n'empruntait jamais rien, mais lisait les livres sur place. Je crois qu'elle a lu le livre sans nom il y a quelques mois de cela. » « Je vois. L'avez-vous révélé à l'homme à la capuche? » « Non, je lui ai rien dit de tout ça. »« Très bien. Merci infiniment, mademoiselle Price. » Jensen reprit le permis et la carte au nom de John Crazy pour les ranger dans sa poche intérieure. « Écoutez, mon vrai nom est Miles Jensens, inspecteur Jensens. » Il lui montra son insigne avant de poursuivre. « Si vous vous souvenez de quoi que ce soit qui pourrait m'intéresser, même s'il s'agit d'un détail tout à fait banal, appelez-moi au commissariat central de Santa Bodega. Si je suis absent, demandez l'inspecteur Archibald Summers. » Ulrika Price haussa à nouveau le sourcil gauche. « Archie Summers? Il a repris du service? » « Oui, dans un sens. Vous le connaissez? » ?»« Bien sûr que je le connais. C'est lui qui a complètement fichu en l'air l'enquête sur les meurtres du Bourdon Kid. C'est à cause de lui qu'on n'a jamais retrouvé l'assassin de mon mari. Je retrouverai l'assassin de votre mari, mademoiselle Price. En réalité, Archie Summers a toute sa place dans cette enquête. Il connaît sur le bout de doigt le moindre détail de cette affaire. Mais soyez assurés que c'est moi qui suis à présent en charge de l'enquête. Et je ne la ficherai pas en l'air cette fois-ci. » Ulrika sourit, comme si la confiance de Jensen en ses propres qualités la rassurait. « Merci. Je vous en prie. Prenez soin de vous, mademoiselle Price. » Jensen se hâta vers la sortie, plongé dans ses pensées. Alors qu'il traversait le seuil de l'entrée principale, Ulrika Price saisit son téléphone de bureau et composa un numéro. Une seule sonnerie retentit avant qu'une voix ne lui réponde par un simple mot. « Allô? Bonjour, c'est Ulrika de la bibliothèque. Miles Jensen vient de passer. » « Oui, je lui ai dit exactement ce que vous m'aviez demandé de lui dire. »« Oui, exactement. » Chapitre 34. Peto, réveille-toi, c'est moi Kyle, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, ma tête, ouf.
Peto avait l'impression qu'un train avait percuté son crâne. Où était-il? Tout ce qu'il était en mesure de voir, c'était le visage de Kyle, penché au-dessus de lui, au milieu d'un ciel blanc immaculé. Il avait l'impression d'être étendu sur l'herbe. Mais pourquoi l'avait-on allongé là? Et comment s'était-il retrouvé là? Tu t'es fait battre dès le premier round, comme nous en avions convenu, dit Kyle en lui souriant. Mais tu n'as pas vraiment été crédible. Tu aurais dû lui envoyer quelques coups avant de te coucher. Hein? Quoi? Allons, Peto, c'était plaisanterie. Tu étais censé faire semblant pendant le combat, pas après. Nous sommes entre nous. Kyle, où est-ce que je suis? Nous sommes dehors, avec l'équipe médicale. Peto tourna la tête vers la gauche. Une ambulance était garée à moins de 3 mètres. Stéthoscope au cou. Un docteur en blouse blanche se tenait là, appuyé à la portière arrière, souriant à Peto. Son propre corps lui donnait l'impression d'être un point mort, et il n'était pas sûr d'être en mesure de bouger. Il inspira une bouffée d'air frais et remarqua qu'il était allongé sur l'herbe rare d'un petit talus sableux, à l'extérieur du grand chapiteau. Les événements qui l'avaient amené à se retrouver là demeuraient néanmoins un peu flous, complètement flous en vérité. C'est le chapiteau où se déroulaient les matchs de boxe? Demanda-t-il. Oui, maintenant c'est tes enfantillages. Nous devons alors retrouver ce charmant Rhodeorex qui nous a invités à boire en sa compagnie. Charmant? Il a failli me tuer. Ce type est un malade. Jusqu'ici, Kyle n'avait pas envisagé un seul instant que son frère du bal ait pu être sérieusement blessé. Comment? Alors tu n'as pas fait semblant? Mais non, putain! Est-ce que j'ai l'air d'avoir fait semblant? Ce mec a failli m'arracher la tête, bordel de merde, putain! Une idée lui traversa soudain l'esprit. Est-ce que j'ai perdu des dents? Kyle décida de lui pardonner ses écarts de langage, le temps qu'il recouvre tous ses esprits. Non, répondit-il. Apparemment, Rex a sciemment bridé la force de son coup de poing pour s'assurer qu'il ne casserait aucune de tes dents. C'est plutôt gentil de sa part, tu ne trouves pas? Oh, qu'est-ce que c'est sympa! Il a bien mérité qu'on lui offre à boire. Putain de merde, ma tête, merde! L'amnistie langagière arrivait à son terme. Kyle avait supporté plus de jurons qu'il n'était prêt à en souffrir. Pourrais-tu cesser d'être grossier, s'il te plaît, Peto? Il ne me semble pas nécessaire de parler ainsi. Bien sûr. Demande un peu à Rhodeorex de te mettre un putain de pain dans la gueule. On verra quel effet ça te fait, du con. Peto se redressa et, assis, lança un regard noir à l'autre moine. Ce mouvement brusque suffit cependant à lui faire tourner la tête, et il passa les quelques secondes qui suivirent à rouler les yeux autant qu'il put. Kyle, bien que compatissant, ne se laissait pas impressionner par la réaction violente de son ami. « Eh, du calme, ordonna-t-il. Je suis calme. Je n'ai pas l'air calme? Non. Alors faisons comme si j'étais calme, d'accord? D'accord. » Kyle aida le novice à se relever et passa quelques instants à lui rapprendre à marcher. Lorsque Peto eut les idées un peu plus claires, ils se dirigèrent vers le vaste chapiteau buvette, à 2 pas de là. Un grand verre d'eau serait le bienvenu. Chapitre 35. Rhodeorex se repaissait des acclamations et de l'attention de la foule. Tous l'adoraient, et lui les adorait pour cette même raison. Dans toute cette ébullition, cette frénésie, Sanchez était devenu en quelque sorte l'assistant de Rex, seau à la main, dans son coin du ring. C'était sans doute le plus grand honneur que le patron de bar ait jamais reçu de toute sa vie. Il connaissait Rex depuis des années. Il avait en effet coutume de passer boire un verre au tapioca lorsqu'il était en ville. Il ne restait jamais que quelques semaines d'affilée à Santa Bodega, mais lorsqu'il s'y trouvait, il égayait vraiment l'ambiance. Il racontait de fantastiques aventures, qui le présentaient presque tout le temps en train de démolir quelqu'un ou, très souvent, en train de démolir un gang entier afin de gagner le cœur de quelques superbes jeunes femmes. Il venait tout juste de l'emporter sur sa 4e victime après Peto, et il semblait que plus personne n'osait à présent le défier. Sanchez prenait appui d'un pied sur la corde la plus basse du ring, tentant d'atteindre le front de Rex pour l'essuyer d'un revers de serviette la sueur dont il était recouvert. « Tu es en ville juste pour les combats ou tu es venu pour les affaires ?» demanda Sanchez, se rendant compte qu'il était à présent encore plus essoufflé que Rex. « Pour affaires. Ça, c'est juste un petit échauffement pour un truc que j'aurai à faire plus tard. Tu vas éliminer quelqu'un que je connais ?» Sanchez ne savait pas exactement ce que faisait Rex pour gagner sa vie. Mais cela semblait impliquer tout un tas de meurtres. Il était sûrement chasseur de primes, bien que, à en croire la plupart des histoires que Sanchez avait entendues, il tua beaucoup plus souvent pour son propre compte que pour d'autres. Même moi, j'ignore qui je dois tuer. Ça ne fait que pimenter encore plus la partie de plaisir.
Il observa une courte pause et se tourna vers Sanchez pour lui demander « J'ai manqué quelque chose d'intéressant dans le coin ces derniers temps ?» Rex ne montrait aucun signe de fatigue, malgré les 5 combats qu'il avait menés en l'espace de 20 minutes. Il était de bonne humeur. Aussi, fut-ce à grand regret que Sanchez se résolut à lui révéler des informations qui n'allaient pas manquer de plomber quelque peu l'ambiance. Ce que Sanchez s'apprêtait à dire à Rex le meurtrirait encore plus qu'aucun coup de poing qu'il pourrait recevoir ce jour-là. Il devait lui révéler que son vieil ami Elvis ne se pointerait pas de sitôt. « Écoute, Rex, c'est vraiment pas facile à dire, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ton pote Elvis a rencontré la faucheuse hier. On l'a retrouvée dans un appartement, assassinée. » La nouvelle ne plomba pas l'ambiance. Elle enterra littéralement la bonne humeur de Rex. Son visage s'allongea, son sourire s'effaça. Un bref instant, il parut même en colère, puis il regarda Sanchez dans les yeux, comme s'il s'attendait à ce que celui-ci lui dise qu'en fait il l'avait fait marcher. Mais il n'en fut rien. « Quoi ? Putain ? Mon pote Elvis ? Le King ? Mort ? Comment ça a pu arriver, bordel de merde ? Qui est le putain de cadavre en sursis qui a fait ça ? » Personne ne le sait. Un type du nom de Jeff a trouvé son corps dans un petit appart pourri du centre-ville, épinglé au plafond, comme si on l'avait crucifié. Des couteaux plein le corps, plantés dans les yeux, la poitrine. Et merde. Sanchez s'est rendu soudain compte qu'il lui en disait beaucoup trop. Rex ne souhaitait peut-être pas connaître tous les détails abominables du terrible destin de son meilleur ami. « Ouais, c'est bon, soupira le colosse, j'ai compris. » Puis il demanda. « Tu dis qu'un certain Jeff l'a retrouvé ? Tu veux parler de Jeff, le chasseur de primes mexicain, c'est ça ? » ?»« Ouais, acquiescia Sanchez. »« Tu crois que c'est lui qui a fait ça ? » ?»« Peut-être bien. C'est un sacré salopard. » Si Jeff était l'assassin et que Rex en avait la confirmation, le chasseur de primes, malgré tous ses talents, aurait certainement la présence d'esprit de quitter la ville sans se poser d'autres questions. Rex n'avait pas besoin de raisons personnelles pour tuer quelqu'un, mais s'il en avait, alors sa victime pouvait s'attendre à subir des supplices dépassant l'imagination. Même si cette victime était quelqu'un d'aussi redoutable que Jeff. Personne dans le coin n'aurait eu les couilles d'adresser ne serait-ce qu'un regard de travers à Elvis, encore moins de l'épingler au plafond, lança Rex d'un ton furibond. Un inconnu dans les parages qui serait susceptible d'avoir quelque chose à voir avec tout ça ? Tu rigoles ? À l'heure qu'il est, il y a plus d'inconnus en ville qu'il n'y en a jamais eu. C'est 2 moines pour commencer. Et c'est pas tout. Il y a tout un tas de trucs dont tu n'as même pas dû entendre parler. Et si tu me mettais au parfum ? Sanchez rejeta la serviette sur son épaule gauche et se pencha pour tirer l'éponge du seau d'eau avant de la passer sur la poitrine gonflée de Rex qui, sous l'emprise de la rage, s'était mis à transpirer abondamment. « Écoute Rex, voilà ce qui s'est passé. Mon frère et sa femme ont été assassinés d'une façon aussi dégueulasse qu'Elvis. Je suis allé leur rendre visite un matin et je les ai retrouvés à terre, raides morts, et pas de leur belle mort. À 2 minutes près, j'aurais pu voir le visage de l'enfoiré qui a fait ça. Mais j'ai juste eu le temps d'apercevoir une Cadillac jaune qui s'éloignait de l'endroit où je les ai trouvés. C'est à peu près le seul indice dont je dispose. J'ai demandé à Elvis de m'aider. Il était sur la piste du conducteur de la Cadillac jaune quand il est mort. À mon avis, ça veut dire qu'il avait retrouvé ce salopard. Un mec qui conduit une Cadillac jaune, hein ? Et qui en plus a tué Thomas et Audrey ? Putain, mon vieux, on dirait que je vais devoir rester en ville un peu plus longtemps que prévu. » Malgré ce qu'il venait de révéler à Rex, Sanchez éprouvait une certaine excitation. Que le colosse se soit souvenu des prénoms de son frère et de sa belle-sœur l'avait beaucoup impressionné. Mais ce qui lui coupait vraiment le souffle, c'est que Rex voulait manifestement venger la mort de Thomas, le propre frère de Sanchez, nom de Dieu. Cela le conforta dans l'idée que son bonheur avait une importance aux yeux de Rex. Évidemment, la principale motivation de Rex était de venger la mort d'Elvis, son meilleur ami à Santa Bodega. Mais il semblait également considérer Sanchez comme un ami, et pas comme un simple patron de bar. Sanchez finit d'essuyer la sueur qui recouvrait Rex et jeta l'éponge dans le seau d'eau. Il regarda autour de lui et eut le sentiment qu'il n'y aurait plus de volontaires. La foule avait perdu son entrain et les adversaires potentiels rechignaient à présent à la perspective de se faire démolir en l'espace de quelques minutes. Rex, considérant qu'il n'aurait plus à se battre pour un bon bout de temps, attrapa la serviette qui reposait sur l'épaule de Sanchez et essuya ses aisselles et sa nuque, comme si les efforts de son entraîneur occasionnel n'avaient eu aucun effet. « Autre chose, Sanchez ?» Ben, en fait, ouais. Mon frère gardait une fille du nom de Jessica dans son grenier. Il la cachait. Elle a passé 5 dernières années dans un coma, mais elle en est sortie. Apparemment, juste avant qu'il ne se fasse tuer. Elle s'est pointée hier dans mon bar. Elle prétend ne plus se souvenir de ce qui s'est passé,
mais elle pense qu'elle se trouvait là-bas quand c'est arrivé. Tu es sûr que ce n'est pas elle qui a tué Thomas et Audrey? Sanchez avait bien entendu envisager cette possibilité, mais Jessica ne semblait pas être du genre à tuer quelqu'un sur un coup de tête. De plus, elle n'était sûrement pas assez forte pour pouvoir assassiner si brutalement 2 personnes. Je pense pas. Elle a pas la tête de l'emploi. C'est une petite nana vraiment super mignonne. Rex hocha la tête. Ne te laisse pas tromper par les apparences, Sanchez, l'avertit-il. Je parie qu'il n'y avait pas grand monde prêt à miser sur ce petit moine chauve quand il a mis les pieds sur le ring. Et pourtant, il s'est pas mal débrouillé, pas vrai? En tout cas, jusqu'à ce que je lui mette sa patte. Ouais, mais je crois vraiment pas que c'est elle. Elle est vraiment spéciale. Je l'ai vue se prendre une centaine de balles dans le corps. C'est ça qui l'a plongée dans le coma. Rex écarquilla les yeux et, d'un coup d'œil circulaire, s'assura que personne n'était assez près pour entendre leur conversation. C'est elle qui a survécu au Bourdon Kid? Ouais. Comment ça se fait que t'es au courant de ça? Tout le monde connaît cette histoire, et tu me dis qu'elle est de retour en ville, et que ton frère l'a cachée pendant tout ce temps? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant, putain? Je pensais pas que ça t'intéresserait. En plus, avant de tomber dans le coma, elle m'a supplié de la cacher en lieu sûr et de ne rien dire à son sujet, parce que les gens cherchaient certainement à la tuer. Évidemment, à l'heure qu'il est, elle ne se souvient plus de toutes ces conneries, mais j'ai tenu parole. Je n'ai jamais dit à personne où je l'avais cachée. Rex inspira vraiment, vraiment profondément, et secoua la tête. Putain, Sanchez, cette fille est peut-être la clé de toute cette histoire. Elle est la seule personne que le Bourdon Kid n'a pas réussi à tuer. Il faut que je lui parle. Elle saurait identifier celui qui a assassiné Elvis et ton frère. Et mon petit doigt me dit que ce serait notre ami le Bourdon Kid qu'elle désignera. Cet enfant de putain. Mais il est mort, non? Crois pas un seul instant toutes ces salades. Je suis prêt à te parier jusqu'à mon dernier dollar que ce salopard est encore en vie, tapis quelque part, et qu'il ne tardera pas à montrer sa sale gueule. La fureur qui semblait emplir peu à peu Rex inquiétait Sanchez. Il lui semblait soudain que les projets du colosse étaient loin de se cantonner à venger la mort d'Elvis, de Thomas et d'Audrey. Écoute Rex, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Est-ce que quelque chose de vraiment énorme est en train de se préparer? Parce que si ce putain de buveur de bourdon de merde est de retour, je te jure que je ferme mon bar. Fête de la lune ou pas fête de la lune. Sanchez, mon pote, crois-moi, tu ne veux pas savoir ce que je suis venu faire en ville. Pour rien au monde. Tu ne voudrais le savoir. Maintenant, je ferais bien d'aller retrouver ces 2 moines. Eux et moi, on a un tas de trucs à se... Putain d'enculé, je le crois pas. Le regard de Rex venait de se figer sur un point, au-dessus de l'épaule droite de Sanchez, vers l'entrée du chapiteau. Qu'est-ce qu'il y a? Sanchez avait compris que quelque chose captait l'attention de Rex. Quelque chose d'assez important pour durcir son regard et retrousser sa lèvre supérieure sur ses crocs. Il avait l'air furieux, comme s'il était sur le point d'arracher la tête de quelqu'un. Il est ici, ce fils de pute, siffla-t-il entre ses dents. Qui ça? Rex avait toujours les yeux rivés au-dessus de l'épaule de Sanchez. Ce dernier se retourna pour voir ce que Rex regardait fixement. À l'autre bout du chapiteau avait été installé un petit café de fortune. Le bar devait mesurer 1,50 m de long, à tout casser, avec un seul garçon derrière le modeste comptoir. Il n'y avait quasiment personne dans le coin, on ne pouvait y consommer que des cafés, et personne ne buvait de café, ou, tout du moins, personne n'avait bu de café jusque-là. Mais à présent, un homme était en train d'en siroter un. Le cœur de Sanchez faillissait se battre. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas revu le Bourdon Kid. Et s'il avait dormi paisiblement depuis, c'était uniquement parce qu'il l'avait cru mort. Et pourtant, il était bien là, assis sur un tabouret, en train de boire un café au comptoir. Sa capuche recouvrait son visage. En principe, Sanchez n'aurait pas pu être sûr qu'il s'agissait bien de lui. Mais, quand on a vu un homme tuer de sang-froid tous les clients d'un bar plein à craquer, on le reconnaît même s'il se cache derrière un arbre distant d'1,5 km, même de nuit. Oh mon Dieu! Le Bourdon Kid! Quoi? Dit Rex en se tournant vers Sanchez. Où ça? Ben là, répondit-il en le pointant du doigt. Ce type que tu regardes, c'est lui, c'est le Kid. D'une main, Rex passa la serviette autour de la nuque de Sanchez et, de l'autre, en attrapa l'extrémité. Puis tirant dessus, il attira Sanchez vers lui. Les bonnes manières étaient oubliées. À leur place, il ne restait plus qu'une agressivité pure et simple. « Est-ce que tu te fous de ma gueule, Sanchez? Parce que si c'est le cas, je te jure que je te massacre. » Un ton rocailleux, pensa Sanchez, presque pris de vertige. Un gros tas de rocailles dans la voix de ce bon vieux Rex. « Non, mec, je te jure que non. C'est bien lui, c'est le Kid. » Sanchez n'aurait pas su dire qui, de Rex ou de l'homme au capuchon près de l'entrée, l'effrayait le plus. Sanchez et Rex portèrent à nouveau le regard vers le café.
L'homme qu'ils y avaient vu ne se trouvait plus sur son tabouret de bar. Il ne l'avait quitté des yeux que quelques secondes, et pourtant, cela lui avait suffi pour disparaître. Il s'était tout simplement volatilisé dans la foule. « Tu penses que ce type était le Bourdon Kid ?» demanda Rex. « Je sais que c'était lui. » Rex était bien obligé de croire Sanchez sur parole. Il n'avait jamais croisé le Bourdon Kid, du moins en le sachant. Il ne connaissait de lui que des histoires qui couraient à son sujet. Mais à présent, en plus des autres choses qu'il devait digérer, comme la mort violente de son ami Elvis, il fallait accepter l'idée qu'il avait bel et bien rencontré le Bourdon Kid, une fois dans sa vie, sans savoir alors de qui il s'agissait. Bon sang, comment cela était-il possible? L'enfant de putain, Sanchez, t'es vraiment absolument sûr que c'était lui? Mais oui, putain, je l'ai vu nettoyer toute ma clientèle de base il y a 5 ans. Je pourrais reconnaître ce salaud n'importe où. Sanchez réfléchit un instant puis reprit. Attends un peu. Et toi, qui pensais-tu que c'était? Rex se détourna et s'avança lentement vers le centre du ring, tête baissée. La foule s'était tue, comme si elle pressentait que quelque chose n'allait pas et que Rex ne se battrait plus dans l'immédiat. Nombreux furent ceux qui s'éloignèrent même du ring, craignant qu'il ne soit sur le point de perdre totalement les pédales. Ce n'était pas le cas, bien entendu, mais il était néanmoins sur le point de révéler à Sanchez une information que peu de gens connaissaient. Il se retourna et planta son regard dans celui de son comparse tremblant. « Ce mec, dit-il lentement, cet homme qui selon toi est le Bourdon Kid. C'est à ce type-là que je dois ça. » Rex brandit sa main droite, celle qui portait le gant noir. « Ouah !» s'exclama Sanchez très mal à propos. « C'est du vrai cuir. » « Pas le gant, espèce d'imbécile, ça. » De la main gauche, Rex tira l'un après l'autre sur les doigts du gant pour finalement le retirer d'un geste vif, dévoilant une main telle que Sanchez n'en avait jamais vue. Elle n'était pas faite de chair et d'os comme n'importe quelle autre main. Rodeo Rex avait un poing d'acier, au sens le plus littéral du terme. Une main de fer totalement fonctionnelle. Une main si parfaitement conçue que chaque articulation bougeait comme celle d'une main normale. Mon Dieu, lâcha Sanchez, bouche bée. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne savais même pas qu'on fabriquait des trucs comme ça. On n'en fabrique pas, dit Rex. C'est moi qui l'ai conçu, après que ce fils de pute ait écrasé les os de ma main jusqu'au dernier. Et depuis, j'ai compté les jours qui me séparaient de notre prochaine rencontre. J'ai attendu patiemment d'avoir une chance de lui mettre un pain avec ça. Il brandit à nouveau sa main de fer, cette fois-ci serrée en un poing. Sanchez était abasourdi. Il t'a battu au cours d'un combat, laissa-t-il s'échapper de sa bouche. L'idée même lui était inconcevable. Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un combat, plutôt une épreuve de force, mais il a eu de la chance. Ça n'arrivera plus, ça, tu peux en être sûr. La révélation était vraiment incroyable. D'après les histoires que Sanchez avait entendues, personne n'avait jamais battu Rex, dans quelque domaine que ce soit. Mieux encore, personne ne serait-ce qu'approché d'une hypothétique victoire. Sanchez se dit pourtant qu'il serait mal avisé de s'attarder sur cette défaite légendaire du colosse. Un changement de sujet s'imposait. « Alors, tu es la seule personne au monde à avoir une main comme ça ?» demanda-t-il. « Ouais. Il n'y a que moi et Luke Skywalker. » Chapitre 36. Au long de toutes ces années de service, le lieutenant Scratch n'avait jamais été convié à un entretien secret avec le capitaine Rockwell. À sa connaissance, personne n'avait jamais eu cet honneur. Mais cela n'avait rien d'étonnant. Un entretien secret avec le capitaine, ça devait être, par définition, secret. Le mot que Rockwell avait laissé sur son bureau disait simplement « Rendez-vous au vestiaire à 16h, n'en parlez à personne ». Il attendait, assis dans le vestiaire désaffecté, au premier sous-sol du commissariat. Jadis, il y avait eu là un gymnase, mais il avait été fermé pour des raisons qui n'avaient jamais été très clairement précisées. Quelque chose de vraiment atroce s'y était produit, mais on en avait eu la nature. Le capitaine savait certainement ce qui s'était passé, et avec lui, une seule poignée d'autres policiers devaient être au courant de toute l'affaire. À Santa Bodega, il existait autant de mystères dans la police que dans les milieux du crime. Scratch n'attendit pas plus d'une minute avant d'entendre le capitaine Rockwell descendre l'escalier qui débouchait sur le vestiaire. Il était précisément 16h01. Bien que le capitaine fût en retard d'1 minute, Scratch n'avait aucune envie de lui faire remarquer. Il admirait Jesse Rockwell tout autant qu'il le respectait. Et, plus que tout, le capitaine l'effrayait. Rockwell ouvrit la porte dans un bruit et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Vous êtes seul ?» murmura-t-il en regardant derrière lui afin de s'assurer qu'il n'avait pas été suivi. « Oui, capitaine. Personne ne sait que vous êtes ici ? » « Non, capitaine. » « Bien. »
Le capitaine se glissa à l'intérieur et referma la porte le plus silencieusement possible, comme s'il s'était efforcé de ne pas éveiller un enfant. « Rasseyez-vous, Scrooge, ordonna-t-il. « C'est Scratch, capitaine. Rien à foutre. Rasseyez-vous. » Le lieutenant reprit la place le long du banc de bois qui longeait le mur. Le lieu était en piètre état. Il y régnait une forte odeur de sueur. Le capitaine s'assit juste en face de lui et se pencha, de sorte que son visage se retrouve à quelques centimètres à peine de celui de Scratch. « J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. »« À votre service, capitaine, que voulez-vous ? Ça concerne l'inspecteur Jensens. » J'ai mis son téléphone portable sur écoute et, après avoir entendu un certain nombre de ses communications, j'ai le sentiment qu'il est sur quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'il nous laisse entendre. Avez-vous demandé à Summers sur quoi Jensens était ? J'ai entendu dire que ces deux-là s'entendaient plutôt bien. Connerie. Summers ne s'entend avec personne et vous le savez parfaitement. Ça veut dire que vous ne lui avez pas demandé, c'est ça ? Exact. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Alors, que voulez-vous que je fasse, capitaine ? Je veux que vous trouviez l'inspecteur Jensens et que vous le suiviez partout où il ira, répondit Rockwell. Faites en sorte qu'il ne se sente pas pris en filature. Rockwell posa une main sur l'épaule de Scratch, le regardant droit dans les yeux, pour bien lui faire comprendre que tout cela était extrêmement sérieux. Scratch acquiesça pour lui signifier qu'il avait parfaitement compris les ordres. « Vous avez une piste, capitaine ? Je veux dire, vous savez dans quelle direction je dois chercher ? Commencez par le café au lait à Olé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas ? Si vous vous pointez dans ce café vers 20h, ce soir, vous y trouverez Jensens et Summers. Ils ont convenu d'un rendez-vous afin que Jensens livre à Summers le résultat de ses recherches à la bibliothèque. » Scratch n'était pas sûr d'avoir bien compris. « Je risque de me faire remarquer si je m'approche pour écouter ce qu'ils diront. Ce n'est pas ce que je veux que vous fassiez. Je veux simplement que vous suiviez Jensens quand il sortira de ce café. Et vous me tiendrez au courant du chemin qu'il prendra. » « Très bien, capitaine. Ce sera tout ? » ?»« Non. Si vous manquez de peau en filant Jensens ou s'il arrive à vous semer, je veux que vous retrouviez Summers et que vous le suiviez. Je pense que ces deux clowns ont découvert quelque chose dont ils n'auraient jamais dû avoir connaissance. » »« De quel ordre ? » ?»« Ma question est peut-être déplacée. » Le capitaine sembla hésiter à lui en dire plus, bien conscient que c'était le boulot du lieutenant de lui demander le plus d'informations possible. Jensens s'est rendu à la bibliothèque municipale. Quand il en est sorti, il a appelé Summers sur son portable pour lui dire qu'il avait découvert une piste très sérieuse. Quelle qu'elle soit, il se pourrait bien qu'il ait trouvé l'explication des récents assassinats, ainsi que l'identité du tueur. Je veux savoir ce qu'il en est avant que quelqu'un d'autre ne lui mette le grimpin dessus. Il se pourrait bien que sa vie et celle de Summers soient en danger. Est-ce que nous sommes en train de parler du Bourdon Kid, capitaine ? Ça se pourrait bien, répondit Rockwell en acquiesçant. Vous comprenez, Scrooge ? C'est bien là tout le problème. On n'arrête pas de recevoir des appels au sujet du Bourdon Kid. Je sais. J'ai entendu dire qu'on reçoit au moins un signalement par jour. Le capitaine se releva, s'apprêtant à partir. En fait, c'est plus de l'ordre d'un signalement par semaine, Scrooge. Mais aujourd'hui, nous en sommes déjà à une centaine de signalements de ce fils de pute. Chapitre 37. Kyle et Petto étaient assis à une table de bois ronde dans le chapiteau buvette et discutaient de la raclée monumentale que Rhodeorex avait affligée à Petto. Les deux moines avaient été élevés selon les préceptes de la plus grande humilité, mais un observateur extérieur aurait remarqué sans mal que le jeune novice paraissait peu désireux de parler de son dernier combat, alors que son mentor semblait ne vouloir parler de rien d'autre. Lorsqu'ils étaient entrés sous le chapiteau buvette, le lieu était bondé, mais au cours des 30 dernières minutes, le tumulte s'était considérablement apaisé. Alors que 5 rangées de buveurs s'étaient naguère agglutinés contre le bar, on n'en comptait plus que 2 à présent. 1 heure s'écoula avant que Rhodeorex ne fasse son apparition. Il portait à présent une veste de cuir noir sans manches sur son t-shirt. De mémoire d'homme, nul fabricant n'avait jamais conçu de manches adaptées à la taille de ses biceps. La foule du bar se fendit à son passage et il se dirigea droit vers l'un des barman auquel il commanda une bouteille de bière XXL. Il se la vit offrir en l'espace de quelques secondes, suscitant la désapprobation muette de tous ceux qui attendaient pour commander. Rex aperçut presque aussitôt Kyle et Petto, et sa silhouette massive s'ébranla au milieu de la foule d'admirateurs ivres jusqu'à ce qu'ils viennent prendre un siège à leur table. « Comment tu te sens, mon petit gars ? J'espère que je t'ai pas fait trop mal, dit-il à Petto, tapotant son épaule et s'asseyant juste en face de lui. Non, ça va maintenant, merci. J'étais un peu groggy après le combat, mais c'est passé. Bien. Rex semblait véritablement s'en réjouir.
Les mots qu'il prononça par la suite brisèrent cependant l'ambiance guillerette. Bon, maintenant, trêve de bavardage. L'œil de la lune a de nouveau été dérobé, n'est-ce pas? Oui, avoua Kyle. Il aurait été peu constructif de le nier, surtout face à cet homme. Il y a quelques jours de cela. Nous devons le récupérer avant l'éclipse de demain. S'il tombait entre de mauvaises mains, les conséquences seraient désastreuses pour cette ville. Sans déconner, Sherlock. Tout le coin serait plongé dans les ténèbres éternelles, c'est ça? Oui, exactement. Mais comment savez-vous tout cela? Parce que, tout comme vous, je suis ici en mission pour le compte du Tout-Puissant. Vraiment? Demanda Kyle ébahi. Il était assez difficile, pour ne pas dire impossible, d'envisager qu'un géant hyper violent tel que Rodeo Rex puisse être au service de Dieu. Bien qu'il fût d'un abord assez courtois, il ne semblait pas, entre autres, assez humble pour être un serviteur du Seigneur. Ouais, vraiment, répondit Rex. Vous voyez ce bled, Santa Bodega? Je m'y rends 1 à 2 fois par an. J'arrive toujours par surprise et je ne reste jamais très longtemps. Vous savez pourquoi je m'y prends comme ça? Non, dit Kyle. Nous sommes censés le savoir? La conversation commençait à l'agacer. Pas vraiment, non. J'ai pas l'habitude de divulguer ce genre d'informations à n'importe qui. Mais en vérité, mon existence a une finalité très singulière. Dieu m'a chargé d'un boulot dont peu d'hommes peuvent s'acquitter. Moi, j'étais spécialement conçu pour cette tâche. Je suis le chasseur du prime du Très-Haut. Je vous demande pardon, la Chapetto. Jusque-là, il avait attentivement écouté la conversation. Mais il ne pouvait à présent plus se retenir de réagir à de tels blasphèmes. Vous êtes en train de dire que Dieu vous offre de l'argent pour tuer des gens? C'est tout à fait inepte. Et qui plus est, ce n'est rien moins que blasphématoire. Dis-moi, petit con, ça te dirait que je t'en mette une autre devant tous ces gens? Non. Alors ferme ta gueule et laisse-moi finir. Désolé. Tu m'étonnes que t'es désolé, putain. Maintenant, écoutez-moi bien tous les deux. Dieu m'emploie au même titre qu'il emploie ses prêtres ou ses exorcistes. Mais je suis le seul à faire ce que je fais. Je suis unique en mon genre. Il se pencha légèrement afin de s'assurer que toute l'attention des 2 moines lui était acquise. Notre Seigneur Tout-Puissant m'a chargé de débarrasser le monde des créatures du mal. Et Santa Bodega, mes bien chers frères, est la capitale mondiale des créatures du mal. Rex se redressa, but une gorgée de bière et attendit la réaction des 2 moines. Un silence inconfortable s'ensuivit. Tous 2 attendaient qu'il leur dise que ce n'était qu'une simple plaisanterie. Kyle finit par prendre la parole. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-il, tâchant de dissimuler le ton légèrement moqueur de sa question. Rex posa sa bouteille de bière sur la table et se pencha à nouveau. « Tu m'étonnes que je suis sérieux. Réfléchis un peu. Si Santa Bodega était plongée dans d'éternelles ténèbres, à qui ça profiterait le plus, hein? Aux vampires. Voilà à qui ça profiterait. Tout le bled est infesté de ces pourritures, et dans le tas se trouve le seigneur des créatures du mal, le chef des vampires. C'est peut-être plus parlant pour vous. Et si jamais celui-ci met la main sur l'œil de la lune, alors on se fera baiser, jusqu'au fond, et jusqu'au dernier. « Comment savez-vous qu'il y a des vampires dans les environs ?» demandait Petto. « Tu fais pas attention à ce que je te raconte ou quoi? C'est un don de Dieu. Je renifle les créatures du mal 10 fois mieux que tu ne pries. » Il se tut un instant et regarda autour de lui. Cette fille, par exemple, là-bas. Il pointa du doigt une jeune femme d'une 20aine d'années aux cheveux noirs, excessivement attirante, assise à une table, à une dizaine de mètres. C'était l'archétype de la bikeuse, revêtue d'un pantalon de cuir noir, d'épaisses bottes noires et d'un t-shirt Iron Maiden, noir également, qui dévoilait des tatouages peints sur les bras. 4 hommes partageaient sa table, tous âgés d'une 30aine d'années. Eux aussi devaient être des bikers. À leur côté, elle semblait parfaitement à sa place. En fait, elle était parfaitement à sa place dans la foule du chapiteau buvette. « C'est un vampire ?» demanda Petto d'un ton où se mêlaient l'incrédulité et la curiosité. « Regarde bien, je vais te montrer. » Rex se releva, sortant un énorme revolver argenté du holster dissimulé dans sa veste de cuir noir. La jeune femme le surveillait manifestement du coin de l'œil depuis un bon moment, car elle fut la première à réagir. Rex tendit son bras en avant, pointant le canon de son arme droit sur le cœur de la femme. Elle écarquilla les yeux d'horreur et, avant qu'elle ait pu esquisser un geste, Rex avait tiré à 3 reprises. Le vacarme des déflagrations fut assourdissant, et l'écho de chaque coup de feu si retentissant qu'il aurait été difficile de déterminer combien de balles avaient été tirées. Le lieu fut soudain plongé dans un silence total, à l'exception du sifflement qui résonnait dans les oreilles de chacun. Les 4 hommes assis à la table de la jeune femme bondirent de leur siège en voyant la poitrine de leur ami transpercée par les 3 balles de Rex.
Leur surprise redoubla lorsque la jeune femme prit soudain feu, juste après l'impact de la troisième et dernière balle. Le sang gicla abondamment de ses plaies, éclaboussant tout alentour. Au bout d'un bref moment, le flot se tarit et les flammes moururent, ne laissant sur son siège qu'un tas de poussière grise. Tout fut fini en moins de 20 secondes. Il ne restait plus de la scène qu'un peu de cendre et une odeur désagréable de poudre et de chair carbonisée. Lorsque toutes les personnes présentes, y compris les hommes assis à la table de la défunte, eurent digéré le spectacle auquel elles venaient d'assister, elles reprirent leur activité respective comme si rien ne s'était passé. Ce genre d'événement était loin d'être habituel à Saint-Abadéga, mais personne n'éprouvait vraiment le besoin d'en faire toute une histoire. C'était Rodéo Rex qui avait appuyé sur la détente. Rex avait rangé son revolver bien avant que les dernières flammes eussent fini de se consumer. « Eh bien, on ne voit pas ça tous les jours, observa Kyle. « C'est assez singulier, effectivement, ajouta Peto, en acquiesçant. Rex n'était pas le moins du monde déstabilisé par ce qu'il venait de faire. Pas plus que par la réaction de l'assistance. Il se rassit tranquillement à la table des deux moines, but une gorgée de son énorme bouteille de bière et reprit. C'était un loup-garou, dit-il en rotant tout l'air qu'il venait d'avaler avec sa bière. À vrai dire, elle ne nous aurait sûrement pas embêtés. Les loups-garous ne représentent pas un réel danger, sauf les nuits de pleine lune. C'est des vampires qu'il faut se méfier. Ils ne sortiront pas avant 1 heure. Il ne fait pas encore assez sombre. La plupart de ces salopards ne peuvent pas sortir tant que le soleil n'est pas complètement disparu. Alors ça, s'exclama Kyle. Est-ce que les vampires s'enflamment aussi quand on leur tire dessus? Rex semblait aussi surpris qu'agacé par leur méconnaissance des créatures du mal, même s'il s'efforçait de le cacher. Comment est-ce que 2 moines comme vous peuvent en savoir si peu sur ce genre de conneries? C'est vous qui devriez m'apprendre des trucs sur leur compte, bordel. C'est vous qui êtes venus ici pour retrouver l'œil de la lune. Est-ce que vous savez seulement pourquoi ces enculés veulent mettre la main dessus? Père Tao n'a jamais rien mentionné à ce sujet, n'est-ce pas, Kyle? Lança Peto en guise d'aveu. Non, jamais. Peut-être devrions-nous l'en informer. Il se pourrait que nous ne puissions pas remplir la mission à nous seuls. Vous voulez dire que vous êtes les seuls moines envoyés pour récupérer l'œil de la lune? Bordel de merde, vous n'apprendrez donc jamais rien, grogna Rex, de plus en plus en colère. Que voulez-vous dire? Demanda Kyle. Je veux parler de la dernière fois. La dernière fois que l'œil de la lune a été dérobé, seuls 3 moines ont été envoyés. J'en ai rencontré 2. J'ai juste entendu parler du 3e. Je ne l'ai jamais vu en chair et en os. Mais c'est le seul à avoir survécu. Et c'est lui qui a ramené l'œil à Ubal. Vous êtes au courant de tout ça quand même? Dites-moi que vous êtes au courant. Oui, nous savons tout cela, répondit Kyle. Il y a 5 ans, nos frères Milo et Ezekia furent envoyés pour récupérer l'œil. Ils échouèrent dans leur mission, mais Père Tao vient ici seul et parvint à la mener à bien, sans l'aide de personne. Connerie, meugla Rex d'un ton profondément dégoûté. Plusieurs personnes assises aux tables voisines relevèrent la tête et décidèrent très sagement de détourner aussitôt le regard. Je parie que c'est votre pote Tao qui vous a raconté toutes ces foutaises, pas vrai? Ce ne sont pas des foutaises, cher monsieur. C'en est, bordel de merde. La véritable histoire, c'est qu'un mec qui répond au surnom de Bourdon Kid était en possession de l'œil, et que vos amis Milo et Ezekia ont réussi à le lui reprendre. C'est là que le putain de Père Tao arrive, tue Milo et Ezekia, prend cette putain de pierre, et, d'après ce qu'on dit, rentre à couilles rabattues à Ubal pour recevoir tous les lauriers. Cette putain de charogne. C'est impossible, dit Peto. Dis-lui, Kyle. Père Tao ne ferait jamais une chose pareille. C'est l'homme le plus intègre et le plus honnête au monde. N'est-ce pas, Kyle? J'aimerais de tout mon cœur le croire, répondit prudemment Kyle. Cependant, il y a tout juste 2 minutes, je ne pensais pas que certaines personnes, lorsqu'elles étaient touchées par une balle, se consumaient spontanément pour se voir réduites en un tas de cendres. Je commence à croire, Peto, que nous ne savons pas tout sur ce que nous devrions savoir. Il est temps d'ouvrir nos esprits à toute éventualité et d'accepter que peut-être, je dis bien peut-être, ce que l'on nous a enseigné ne soit pas absolument vrai. Peto resta sans voix. Le fait que Kyle puisse suggérer que tout ce qui avait été appris à Ubal pouvait ne pas être complètement vrai le stupéfait. Pourtant, il respectait grandement Kyle et lui faisait instinctivement confiance. Aussi accepta-t-il à contre-cœur que son mentor, plus âgé et plus sage, venait de lui dire. « Est-ce que ça veut dire qu'il est peut-être bon de boire de l'alcool » demanda-t-il. « Vas-tu arrêter avec ça ?»« Hé, lâche-lui un peu la grappe, veux-tu » lança Rex. « Tiens, bois un peu de ma bière, ça va te plaire. » Non, ça ne lui plaira pas, s'empressa de dire Kyle en tendant le bras pour empêcher Rex de passer la bouteille à Peto. Écoutez, Rex, nous vous sommes vraiment reconnaissants pour votre aide.
Mais le fait de lui faire boire de l'alcool ne nous serait d'aucune utilité. Avez-vous d'autres informations à nous livrer susceptibles de nous intéresser » Rex inspira profondément. Le ton de Kyle ne lui plut absolument pas, mais il garda son calme. S'adossant à sa chaise, il tira un paquet de cigarettes souples d'une poche de sa veste sans manches et en proposa une à Peto, qui eut la présence d'esprit de refuser. « Vous êtes au courant, à propos de cette fille qui vient de sortir du coma ? 5 ans qu'elle est restée plongée dedans, à ce qu'il paraît. »« Non. Est-ce important ?» demanda Kyle. « Je dirais que oui. Faites un saut au bar de Sanchez, le tapioca. Il sait tout sur cette fille. Avec un peu de chance, vous la trouverez peut-être même au comptoir. »« Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ?» demanda Peto. « Elle vient de sortir d'un coma de 5 ans, espèce de con. T'écoutes jamais ce qu'on te dit ? » Si, j'ai bien entendu, mais qu'est-ce que cela a à voir avec tout le reste ?» Dans un profond soupir, Rex gratta une petite allumette sur la table et alluma sa cigarette. Il aspira une longue et lente, profonde bouffée, et la braise rutila. Puis, il recracha la fumée par le nez et se pencha en avant, comme s'il voulait leur dire un secret qu'il ne souhaitait révéler à personne d'autre. « Elle était plongée dans le coma, dit-il, parce que le bourdon Kid a essayé de toutes ses forces de la tuer, en vain. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est la seule personne qu'il ait jamais tenté de tuer et qui lui ait survécu. Je dirais que c'est un talent plutôt spécial, pas vous ? Cela signifie-t-il qu'elle aussi est une créature du mal ? Demanda Kyle. J'ignore complètement ce qu'elle peut être. Et, à en croire Sanchez, elle ignore elle-même qui elle est et où ce qu'elle est. Elle est peut-être complètement folle alliée. Elle prétend être amnésique. Je vois. C'est pour le moins fort intéressant. Nous ferions bien de nous lancer à la recherche de cette femme, Peto. Je mettrai le turbo à votre place. La nuit commence à tomber. Les vampires seront bientôt à vos trousses. Je dois avouer que Peto a fait sa petite impression sous le gros chapiteau avant que j'arrive. Vous devriez vous montrer un peu plus discret, les mecs. Vous savez, il n'y a qu'à vous regarder pour savoir que vous êtes moine. Les créatures du mal risquent de vous coller aux fesses comme des mouches à une merde. Mieux vaut que vous partiez tout de suite. Je vous retrouverai demain. Parfait. Désirez-vous convenir d'un lieu de rendez-vous ? Ouais, au bar de Sanchez. Demain, juste avant l'éclipse. À moins que vous ayez déjà récupéré l'œil de la lune, auquel cas, je vous suggère de vous casser de Sled avant qu'il ne soit trop tard. Kyle et Peto se félicitaient d'avoir rodé Rex pour allier. Ils le remercièrent de nouveau pour toutes les informations qu'il leur avait transmises, bien qu'ils ne fussent pas entièrement convaincus de leur authenticité, et prirent la direction du centre-ville, dans l'espoir de retrouver la fille dont il leur avait parlé. Celle qui venait de sortir du coma. Chapitre 38. Jensen s'attendait Summers en sirotant tranquillement une énorme tasse de chocolat au lait au café Olé Olé. Il était assis, seul au comptoir, et admirait la parfaite propreté des lieux. L'hygiène, dans les endroits où on servait à boire et à manger, était une chose rare à Santa Bodega. C'était donc une très agréable surprise que de pouvoir découvrir ces tables de bois verni impeccables et le marbre lustré et brillant du comptoir. 20 minutes passèrent avant l'arrivée de Summers. Jensen avait tenté de le joindre depuis qu'il avait quitté la bibliothèque en laissant d'innombrables messages sur sa boîte vocale. Il indiquait à son collègue qu'il avait trouvé une information extrêmement importante. Summers ne l'avait rappelé qu'à 15h30, si brièvement que son appel confinait à l'impolitesse. « Retrouvez-moi au café Olé Olé, sur Cinnamon Street, à 8h », avaient été les seuls mots qu'il avait prononcés avant de raccrocher. Jensen avait reçu cet appel alors qu'il se trouvait dans sa chambre d'hôtel, tâchant de se relaxer. Malgré le ton de Summers, il s'était réjoui d'aller rejoindre son collègue en ville, parce que le seul programme relativement digne d'intérêt qu'il avait trouvé à la télé était une vieille rediffusion de Happy Days. Et ce n'était même pas un bon épisode. Pour une raison inconnue de tous sauf de la production, Robin Williams y incarnait le personnage de Mork, l'extraterrestre de la série Mork and Mighty. Pas vraiment le genre de créature paranormale que traquait Jensen. Aussi, très logiquement, la perspective de voir quelque chose de chaud en conservant intelligemment avec Summers l'avait tout de suite enthousiasmé. Summers fit une entrée assez remarquée. Il portait un long trench coat gris par-dessus son costume sombre, une chemise d'un blanc immaculé et une cravate grise. Tous les autres clients du Olé Olé étaient habillés de façon nettement plus décontractée, y compris Miles Jensen, qui avait opté pour un pantalon de toile noire et une chemise bleu clair dont il avait défait les boutons du haut. « Qu'est-ce que je vous offre » demanda Jensen alors que son partenaire, tiré à 4 épingles, s'approchait du comptoir. « Je prendrai un café noir avec 2 sucres, s'il te plaît, Sarah.
lança Summers à la jolie jeune fille qui se trouvait derrière le comptoir. Je dois vous tirer mon chapeau, Summers. Vous avez choisi un lieu de rendez-vous excessivement vivant, lança Jensens d'un ton ironique. Les cafés n'étaient pas franchement le pivot de l'économie de Santa Bodega. Ils n'étaient jamais pleins à craquer. Le olé olé avait beau être le plus réputé de tous, il ne devait pas y avoir plus d'une dizaine de personnes sur place, en comptant le personnel. Vous avez dû déjà comprendre que je n'aimais pas vraiment me mêler à la populace, je suppose, maugréa Summers. Tenez, allons nous asseoir là-bas. Il désigna une table relativement proche du comptoir. Personne ne se trouvait à portée d'oreille de la table. Cela semblait être le meilleur choix pour les deux inspecteurs désireux de parler d'une affaire. Sarah, tu voudras bien m'amener mon café, s'il te plaît ? Ils allèrent s'asseoir à la petite table ronde, l'un en face de l'autre. J'ai passé l'après-midi à tenter de vous joindre, dit Jensens. Pourquoi n'avez-vous pas décroché ? Le temps joue contre nous, Jensens. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant à propos du livre ? C'est justement à ce sujet que je vous ai appelé. Je me suis rendu à la bibliothèque. L'une des bibliothécaires prétend qu'un homme correspondant au signalement du Bourdon Kid est venu s'enquérir du bouquin, ce matin même. Et, apparemment, il s'était déjà rendu à la bibliothèque quelques jours plus tôt. Il sait qu'Annabelle de Furgin a emprunté le livre, mais, comme de bien entendu, aucune adresse n'est associée à ce nom. Tout ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'elle vivait sur une roulotte et ne restait jamais au même endroit 2 soirs de suite. Voilà qui est intéressant. Mais ça ne nous aide pas beaucoup, n'est-ce pas ? Si le Bourdon Kid sait que le livre est en sa possession, et s'il est déjà lancé sur sa piste, il est probable qu'elle est déjà morte à l'heure qu'il est. Summers soupira, si seulement elle existe vraiment. Écoutez, Summers, il est peut-être temps de tout raconter au capitaine Rockwell et de solliciter son aide pour la retrouver. Vous ne pensez pas ? Je crois qu'il est déjà au courant. Quoi ? Comment aurait-il pu l'apprendre ? Je viens tout juste de trouver cette piste. Summers jeta un coup d'œil furtif à gauche, puis à droite, avant de se pencher vers Jensens pour lui murmurer « C'est précisément à cause de cela que je n'ai pas répondu à vos appels. On a mis notre bureau sur écoute. J'ai trouvé un mouchard derrière votre bureau et un autre dans le combiné de mon téléphone. Comment ? Un frisson glacial parcourut Jensens. Vous pensez que le capitaine nous espionne ? C'est scandaleux, je vais porter plainte. Calmez-vous, nom de Dieu. Dorénavant, il conviendra de ne plus parler affaires au bureau. Si nous révélons que nous sommes au courant pour les mouchards, nous perdrons l'avantage de cette découverte. Faisons-leur plutôt croire que notre enquête piétine. Comme ça, il leur sera impossible de nous doubler et de tout faire foirer. Utilisons cela à notre avantage. À partir de maintenant, nous ne discuterons plus que dans des cafés de ce genre. D'accord, excellente idée, les salauds. Vous feriez bien d'inspecter votre chambre d'hôtel, peut-être qu'ils l'ont également mise sur écoute. Putain. Jensen secoua la tête de dégoût. Autre chose ? Il se trouve que oui. Summers s'adossa à son siège. J'ai interrogé un type du nom de Jericho cet après-midi. C'est un de mes anciens indiques. Soit dit en passant, pas franchement digne de confiance. Seule la moitié de ce qu'il raconte est à moitié vrai. Poursuivez, dit Jensens, impatient de savoir ce que Summers avait soutiré à Jericho. Il se trouve que Jericho était en compagnie d'un certain Rusty lorsque celui-ci s'est fait descendre par les 2 moines, l'autre jour. Jericho a eu la chance de s'en tirer avec tout juste une balle dans la jambe. Bien. Summers avait totalement capté l'attention de Jensens. Ce Jericho lui semblait être une excellente piste. Alors, que vous a-t-il dit ? Eh bien, il prétend que les 2 moines étaient à la recherche d'un chasseur de primes du nom de Jeffe. Jeffe, hein ? Vous avez déjà entendu parler de lui ? Oh oui, j'ai déjà entendu parler de lui. Et c'est un sacré enfoiré. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici, lança Jensens d'un ton caustique, avant d'avaler une gorgée du chocolat chaud. Soit. Mais ce type est pire que la moyenne. Le fait est que Jericho se trouvait au Tapioca, le bar de Sanchez, lorsqu'il s'est fait tirer dessus par les moines. Et il m'a dit qu'après le départ des moines, ce Jeff est entré dans le bar et qu'il était à la recherche d'un certain El Santino. Jensen se redressa soudain. C'est la 2e fois que j'entends parler de ce nom aujourd'hui. Vous le connaissez ? Tout le monde le connaît, pas moi. C'est parce que vous n'êtes pas tout le monde. Vous n'êtes personne. C'est assez vrai, répondit Jensens d'un ton amusé. Alors, qui est El Santino ? Et qu'est-ce que Jeff lui veut ? Summers se redressa alors que la jeune et jolie serveuse apportait une gigantesque tasse de café. Il la lui prit des mains et eut mal arôme puissant. Après en avoir rempli ses poumons, il posa la tasse sur la table et sortit un billet de $5 de sa poche. « Garde la monnaie, mon ange, » dit-il en glissant le billet dans la poche du tablier de Sarah. Elle tourna les talons et s'éloigna sans dire un mot. « Où est-ce que j'en étais ?» reprit-il. « El Santino. Ah oui, El Santino est quasi le maître de cette ville. C'est le plus gros gangster du coin. Du menu fretin en dehors de Santa Bodega,
mais un gros poisson entre ses murs. Une rumeur qui ne date pas d'hier veut qu'il cherche à tout prix à se procurer l'œil de la lune. À ce qu'il paraît, la dernière fois que la pierre est arrivée en ville, il était prêt à l'acheter à hauteur de plusieurs milliers de dollars. Mais El Santino, pour puissant qu'il soit, a horreur de mettre sa vie en danger, ce qui explique pourquoi on le voit très rarement en ville. Et il semblerait qu'il n'apparaisse jamais qu'une fois la nuit tombée. Un vampire, suggéra Jensens ? Ce serait effectivement un excellent candidat, répondit Summers. Mais le plus important dans l'histoire, c'est qu'El Santino paye d'autres personnes pour faire le sale boulot à sa place. On raconte qu'il a payé un certain Ringo pour que celui-ci vole l'œil de la lune il y a 5 ans. Ringo ? Il me semble que vous m'en avez déjà parlé. Effectivement, Ringo a bel et bien volé l'œil de la lune il y a 5 ans, avant de se faire trouer de balles par le Bourdon Kid. Résultat, El Santino n'a pas pu mettre la main sur la pierre précieuse. Mais notre ami Jericho est convaincu que Jeffe a été engagé par El Santino pour voler à nouveau l'œil de la lune et le lui remettre avant l'éclipse. Ça voudrait dire que Jeffe est en possession de l'œil de la lune ? Non, non. Summers remua son index. Apparemment, Jeffe s'est pris une cuite avec, je vous le donne en 1000, Marcus Lafouine, la veille du meurtre de celui-ci. Jensen s'écarquilla les yeux. Ce qui signifie que nous avions raison d'envisager que Lafouine avait volé ce fameux Jeffe. Sans le moindre doute, Lafouine a pris la chambre à l'International Hotel de Santa Bodega sous le nom de Jeffe en utilisant le permis de conduire de celui-ci. Ça tient plutôt la route tout ça. Tout à fait. Lafouine vole Jeffe. Le réceptionniste et sa petite amie volent Lafouine. Elvis entre en scène, tue Lafouine, mais ne trouve pas l'œil. Alors il se met à la recherche du réceptionniste pour retrouver l'œil. Et c'est là qu'il se fait tuer, par le Bourdon Kid. Qui pourrait être le réceptionniste Dante, ou pas. Exact. Merde, Summers. C'est du sacré bon boulot. Vous avez eu le temps de réfléchir à la suite ? Summers avala une gorgée de café qu'il fit tourner dans sa bouche avant de l'avaler. Jensens but également une gorgée de son chocolat qui commençait à refroidir, en attendant la réponse de Summers. Eh bien, je vais aller enquêter dans quelques hôtels pour voir si ces deux gamins, Dante et Casey, ont pris une chambre quelque part. J'aimerais que vous alliez espionner du côté de chez El Santino. Guettez les allées et venues. Les deux gamins pourraient très bien se rendre chez lui dans l'espoir de lui vendre l'œil de la lune. Pourquoi ferait-il ça ? Ce serait beaucoup trop dangereux. Summers sourit et avala une gorgée de café. Pas si, comme je le pressens, Dante est le Bourdon Kid. Peut-être ne recherche-t-il l'œil que dans le but de le vendre à El Santino. Gardez bien cela à l'esprit. El Santino est la seule personne en ville à pouvoir s'offrir ce genre de bijoux. Attendez un peu, Summers. Vous pensez à présent que le Bourdon Kid fait tout cela par simple appât du gain, et pas pour l'œil de la lune en soi ? Si c'est le cas, pourquoi ne pas l'avoir vendu il y a 5 ans, quand il avait réussi à mettre la main dessus ? Ne vous emballez pas. Je ne fais que suivre vos suggestions en gardant l'esprit ouvert à toute éventualité. Je n'ai pas dit que le Kid ne voulait pas garder l'œil. J'ai simplement évoqué la possibilité que son seul intérêt soit l'argent qu'il pourrait lui rapporter. Peut-être El Santino et lui travaillent-ils de concert. Qui sait ? Contentez-vous simplement de surveiller l'entrée de la demeure d'El Santino, d'accord ? Summers tira un bout de papier plié et un petit pager de la poche intérieure de son trench coat gris. Voici l'adresse d'El Santino. Il habite une grande bâtisse, une sorte de château, aux abords de la ville. Il tendit le papier à Jensens. Et voici un pager pour vous. Si vous rencontrez le moindre problème, contactez-moi et j'arriverai illico presto. Il saisit la main de Jensens et plaça le pager dans sa paume. Faites en sorte que personne ne vous voie, ok ? Il ne vaudrait pas mieux que je vous contacte sur votre téléphone portable, proposa Jensens. Non, n'essayez même pas, je ne répondrai pas. À moins que vous ne m'ayez envoyé au préalable un message avec le pager. Ne me téléphonez qu'en dernier recours. Le capitaine a sûrement mis nos téléphones portables sur écoute. Ne mentionnez aucune découverte sensible, aucun détail quant à l'endroit où vous vous trouvez, à moins d'y être vraiment contraint. C'est compris ? Jensens fulminait intérieurement contre le capitaine Rockwell, en se demandant cependant si c'était vraiment lui qui les avait mis sur écoute. C'est compris. C'est vous qui savez, Summers. Autre chose ? Est-ce que je dois vérifier que mon cul n'a pas de mouchard pour la prochaine fois que j'irai chier ? Aucune précaution n'est inutile, Jensens. Ne prenez aucun risque. Fouillez partout. Et parlez à voix basse. Et uniquement à moi. Je crois que nous ne pouvons plus nous fier à personne dorénavant. Mais je suis convaincu que nous saurons bientôt le fin mot de toute cette histoire. Il se leva de table et rabattit les pans de son trench coat sur ses jambes, afin de s'assurer qu'il n'était pas coincé sous les pieds de la chaise. Bon, il faut que j'y aille. Si je n'ai pas de vos nouvelles d'ici demain matin,
Je vous retrouve au bureau à la première heure. Ça marche. Faites bien attention à vous, Summers. Et, au fait, ça vaut aussi bien pour vous que pour moi, d'accord? Si vous avez des soucis, envoyez-moi un message sur le pager, ok? Summers sourit. Sans faute, dit-il. Chapitre 39. Dante et Casey étaient assis à une table du Nightjar, un bar à la lisière de la ville, plutôt spacieux, à la fréquentation raisonnable. La salle comptait un grand nombre de tables. La plupart étaient entourées de 4 ou 5 chaises, mais seules 1 à 2 personnes les occupaient. Le Nightjar ne comptait pas encore beaucoup de clients, et l'atmosphère était vraiment décontractée. Ils y étaient entrés après avoir quitté la foire, afin de se délester un peu du stress qu'ils avaient accumulé dans la journée, et qui s'était mué en une paranoïa sous le chapiteau de boxe. Après quelques bières, ils s'étaient sentis progressivement beaucoup plus détendus. Dans leur chambre de motel les attendaient bien sagement les $100 000, à l'abri dans une valise qu'ils avaient volée dans une chambre de l'International Hotel de Santa Bodega, et ils avaient avec eux l'œil de la lune, acquis sensiblement de la même façon. Après une longue discussion sur les avantages d'une hypothétique vente de la pierre, ils étaient arrivés à la conclusion que le jeu n'en valait pas la chandelle. Ils ne pouvaient se fier à personne et, avec déjà $100 000 en poche, à quoi bon risquer leur vie pour quelques milliers de dollars en plus? En réalité, c'était Casey qui avait fini par convaincre Dante de son point de vue. Après avoir ingurgité quelques bières, Dante était toujours beaucoup plus facile à manipuler. Il était plus détendu et plus ouvert à ses arguments. De plus, il détestait ergoter avec elle lorsqu'il décompressait une bière à la main, et Casey le savait parfaitement. Mais aux alentours de 20h, leurs plans furent chamboulés. Ils entamaient joyeusement leur 4e bière après un toast en l'honneur des joies que l'avenir leur réservait, lorsqu'ils virent entrer les 2 moines du chapiteau de boxe. Dante les remarqua le premier, et, tout en tentant de faire du pied à Casey, sous la table pour la prévenir, il commit l'erreur de regarder dans leur direction une fraction de seconde trop longtemps. Alors qu'ils s'avançaient dans la salle, l'un des moines surprit Dante en train de les dévisager. Il soutint son regard juste assez longtemps pour que Dante se sente mal à l'aise. Comme si cet échange n'était pas déjà suffisamment inquiétant, le moine sollicita l'attention de son compagnon d'un coup de coude en désignant Casey d'un mouvement de tête. Tous deux regardèrent dans leur direction pendant un moment et échangèrent quelques murmures avant d'aller s'asseoir au bar en commandant une consommation. D'un regard furtif, Dante s'assura que l'œil de la lune ne dépassait pas du t-shirt de Casey. Ce n'était pas le cas. Mais cela ne voulait pas forcément dire que les moines ignoraient ce qui se trouvait autour de son cou. Dante devait la sortir de là, et il devait s'y prendre aussi subtilement que rapidement. Nul besoin de perdre du temps en lui expliquant tout. Rien qu'en le regardant dans les yeux, Casey avait compris que quelque chose n'allait pas. « Partons d'ici. » Sous la table, elle tapota le genou droit de Dante et désigna la porte du regard. « Attends un peu, répondit Dante, restons discrets. Tu vas te lever comme pour aller aux toilettes et, en chemin, tu vas essayer de sortir sans que les 2 moines qui viennent de rentrer ne te remarquent. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rester assis ici comme si je t'attendais. S'ils te suivent, je serai juste derrière eux. S'ils ne bougent pas, je me barrerai au bout de 5 minutes, et on se retrouve au motel. Vas-y aussi vite que tu peux. Ne t'arrête pas en chemin sous aucun prétexte. Aucun. D'accord? D'accord, je t'aime, mon cœur. Moi aussi je t'aime. Maintenant, fous le camp d'ici. Casey quitta la table et se dirigea vers les toilettes pour dames. Elle passa derrière les moines devant le comptoir, sans cesser de les surveiller du coin de l'œil. Certaines qui ne la regardaient pas, elle passa rapidement derrière un petit groupe de clients saouls et prit la direction de la sortie. En quelques secondes, elle se retrouva dans la rue. La nuit tombait, et Casey était seule. Chapitre 40. Kyle et Peto convinrent que le fait de se rendre directement au Tapioca n'était pas nécessairement la meilleure idée. Après une assez longue discussion, ils tombèrent d'accord pour passer d'abord dans d'autres débits de boissons. En entrant dans les bars qui se situaient sur le chemin du Tapioca, ils augmenteraient à coup sûr leurs chances de retrouver l'œil de la lune, ou tout de moins récolter quelques indices sur l'endroit où ils pouvaient bien être. Il se trouva que leur première escale fut le Nightjar. En entrant, Peto chercha du regard un coin où il pourrait s'installer. Détail plutôt inquiétant, toutes les personnes qu'il remarqua ressemblaient à des vampires potentiels. Bien que cela révélât moins de la réalité que de la paranoïa qu'avait suscité en lui leur rencontre avec Rodeo Rex. Depuis que le colosse l'avait démoli sur le ring, Peto se sentait bien plus vulnérable qu'à l'accoutumée.
Toutes les tables étaient prises et tous les clients semblaient très peu recommandables, du genre à bannir une arme à feu, ou pire encore, à tout moment. Tous, à l'exception d'un couple d'amoureux assis à une table, en train de boire des bières. Ces deux-là avaient l'air normal, et c'étaient les seuls clients apparemment de bonne humeur. Peto remarqua également que la jeune femme était extrêmement jolie. Si jolie en vérité, qu'il se surprit à la dévisager plus longtemps qu'il n'eût fallu. Il poussa Kyle du coude. « Hé Kyle, toutes les tables sont occupées. Mais il y a un couple apparemment très sympathique assis à celle-ci. Nous pourrions nous joindre à lui. » Kyle considéra la table que Peto désignait. Il hocha la tête. « Non. Allons plutôt nous asseoir au bar. Je doute qu'ils aient envie d'être dérangés. » Tout en s'approchant du comptoir, il éleva la voix. « 2 verres d'eau, s'il vous plaît, barman. » Le barman, un type à l'air franchement sournois, le visage à moitié dissimulé par des cheveux noirs, filassés et bourriffés, leur servit les 2 verres demandés contre la somme scandaleuse de $4. Puis, poliment, il les informa que s'ils ne voulaient boire que de l'eau, il leur était interdit de rester au comptoir. « S'il te plaît, allons nous asseoir à la table des jolis amoureux, insista Peto. »« Il n'y en a plus qu'un, fit remarquer Kyle. La jeune fille n'est plus là. » Peto vérifia par lui-même. Effectivement, la fille était partie. C'était assez décevant, car Peto avait espéré goûter au plaisir d'une conversation avec une femme d'une telle beauté. Néanmoins, le jeune homme qu'elle avait laissé seul semblait plutôt inoffensif, et accepterait certainement que 2 inconnus lui tiennent compagnie. Raison de plus pour lui proposer de nous accueillir à sa table. Allez, allons lui parler, suggéra-t-il joyeusement. Kyle inspira profondément. Très bien. Mais s'il se révèle être un vampire et tente de nous assassiner, tu peux avoir la certitude que je te tuerai avant de m'occuper de son cas.